Et je suis plus seul, et je suis libre. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Mais dès que l'on en fait un récit, on donne un sens à nos souffrances. Tout homme blessé est contraint à la métamorphose. Mes parents sont venus dans ma chambre, où on m'a fait m'asseoir sur mon lit, là, on m'a dit « Est-ce que tu es homosexuel ?» Je réponds ni par oui ni par non. Ma mère dit « Si tu n'as pas répondu ni par oui ni par non, ça veut dire que c'est oui. » Mon père se lève, il ramène une valise, il me dit « Tu fais tes affaires et tu t'en vas. » Là, je t'avoue, j'ai eu le sourire, parce que je me dis là où je vais aller, ça va être mieux qu'ici, de toute façon. Hein. Du coup, je fais mes valises, je sors, j'ai pour plan, j'ai 16 ans, je me souviens, j'ai 16 ans à ce moment-là. Je me dis, je vais aller vers la police, il y a quelque chose qui va se passer, mais je sais pas ce qui va se passer, peut-être on va me mettre dans un orphelinat, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer, je sais pas. Je vais vers la police, je suis en chemin vers la police, il y a mon père et ma mère qui reviennent en voiture, et ils me ramènent dans la voiture, ils me ramènent à la maison, mon père me prend entre quatre murs, et là il me tabasse, mais plus qu'il me tabassait auparavant, plus qu'il me tabassait. Il m'avait mis un coup de poing au visage, il m'avait éclaté la lèvre, je suis tombé au sol, il m'a donné des coups de pied au sol. Et je t'avoue, à ce moment-là, je m'étais pas défendu, je n'avais pas levé les mains. D'un côté parce que j'étais tétanisé, et d'un côté parce que je me disais, s'il me tue maintenant, je préférais mourir. Et au final, il y a ma mère qui lui dit d'arrêter parce que c'en est assez, parce que voilà, elle estime qu'il a vidé ses nerfs. Et je découvre après, il y a longtemps, que c'était ma mère qui lui avait dit qu'il fallait revenir reprendre le petit, hein, parce que la décision de me jeter dehors, c'était la sienne apparemment, et pas celle de ma mère. Et du coup, il lui dit non, faut revenir, faut le trouver. Et là, je reste au sol pendant un moment. Je crache du sang, j'ai la lèvre qui commence à enfler, j'ai un œil au beurre noir le lendemain. Je dis que je me suis juste bagarré dehors avec des amis, ça a mal tourné, puis voilà, personne ne pose de questions. Et puis voilà, c'est tout. Il m'a tabassé, je préférais mourir à ce moment-là, il me tabasse. Et je me dis ça va s'arrêter, et là je réalise ça va pas s'arrêter, je vais peut-être mourir ici, je m'en fiche. Je suis au sol, je suis au coin, je suis au sol, et là il m'avait mis il y avait l'armoire, très grande armoire, et il y avait entre l'armoire et le coin de la chambre un petit espace. Il m'avait mis dans cette petite espace pour que je bouge pas, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà, il m'avait mis tellement de coups de poing au visage, au ventre. Il m'avait aujourd'hui, je commence à faire du sport, je me rends compte qu'il y a mon épaule gauche qui fait mal quand je fais quoi que ce soit. Je réalise que c'est à cause de ça, qui m'avait déboîté l'épaule. Quand je fais des squats, je réalise que j'ai aussi le genou gauche qui fait mal, parce qu'il m'avait donné un coup de pied au genou et que ça avait un peu tordu du côté là. Ça fait pas mal quand je marche. Donc il y a des séquelles quoi de tout ça. Ah, il y a des séquelles. Ouais. Donc là on est reparti un peu en arrière puisque tu dis que t'as encore 16 ans, donc il y a eu la thérapie de conversion, ces événements-là quand t'as 16 ans, Je réalise j'en ai vécu des choses. Hein. Oui. Ah oui, tu vois là c'est ce genre de choses, ce genre de souvenirs, j'y ai pas accès. C'est que quand puisque là j'ai étape par étape, tu vois, c'est des souvenirs qui reviennent. Mais j'y pense, c'est pas que j'y pense pas, c'est que quand je pense à mes 16 ans, 15 ans, j'ai presque aucun souvenir. Aucun. Ouais, ça se comprend, quoi. Par rapport à ton orientation sexuelle, est-ce qu'il se passe d'autres choses Il y avait une conversation téléphonique avec mon père, parce que ma mère accuse un autre membre de la famille de sorcellerie, un membre de la famille que j'aimais bien. Et c'est à ce moment-là qu'il y a encore plus d'exorcisme. Il y a une conversation avec mon père au téléphone, parce que ma mère avait appelé mon père pour lui dire de plus jamais parler avec ce membre de la famille. Moi, ça me fait du mal parce que ce membre de la famille-là, j'ai grandi avec. Quand j'étais né, elle avait 15 ans.
aujourd'hui, c'est la trentaine, mais et j'ai grandi avec, c'est elle qui me faisait du babysitting. Et voilà. Moi je pleure, hein, j'ai pas envie qu'on discute pas, j'ai pas envie de couper le lien comme ça parce que ma mère pense qu'elle a encore une fois été ensorcelée par quelqu'un. Puisqu'il y a eu beaucoup de fois, hein, il y a eu tellement de fois. Et mon père me dit, moi je cherche à vous construire un avenir. Et toi, alors il m'a dit, Mazet Tfetchalchmaj. Je sais pas comment on le traduire en arabe. Tu cherches du péché, quelque chose. Et là, je suis en pleurs, et je lui dis, je suis comme ça, c'est moi, ça a changé. Et là, il est silencieux, il veut pas parler. Et ça rebondit rapidement sur le membre de la famille. Il me dit, je t'ai demandé juste de plus leur parler, je t'ai pas demandé de les tuer. Et pourquoi il veut plus que tu leur parles? Parce que ma mère lui a dit, c'est tout. C'était un membre de la famille de la famille de ma mère, pas de la famille de mon père. D'accord. Alors la famille de mon père, on leur parlait déjà plus. Hein. Et je finis par plus jamais leur parler. Et là, on est isolé. Il y a que ma famille, la famille proche. Là, ma mère, mon père, mes frères, ma sœur. Voilà, c'est tout. Et ton père qui est pas toujours chez vous puisqu'il a une double vie. Personne n'est plus présent. Et puis voilà, c'est le seul événement qui me revient. Et toi, par ailleurs, tu la vis ton homosexualité en secret ou non. C'était, alors, il y avait Facebook, parce que j'avais pas encore découvert d'autres applications, j'avais pas de téléphone. Il y avait Facebook, et j'y allais, tu vois, j'avais un petit peu d'argent pour prendre le bus pour aller au lycée. Et j'essayais, en fait, d'aller au lycée à pied, qui était très loin, pour économiser cet argent qui me restait, pour avoir 25 minutes, 20 minutes devant un PC au cybercafé. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes encore pas commodes, alors j'avais rencontré un type de 35 ans qui voulait que je vienne vivre avec lui. Moi qui ai 15 ans, je me dis oui, pourquoi pas, hein, ça va me sortir d'ici, voilà. C'est les conneries qu'on se dit, hein. Au final, je suis pas allé. Ah mais bah. voilà. Tu me rassures. Heureusement. Et c'est tout, voilà. L'homosexualité, j'ai vraiment commencé à vivre à 19 ans, par rapport pour rebondir sur les 19 ans. Donc là, on retourne au moment où tu arrives à la fac. Oui. Voilà. J'arrive à la fac, c'est ma deuxième année, je commence à avoir enfin un téléphone de nouveau. Je commence à explorer, mais très timidement. Je ne fais absolument rien qui pourrait me remettre dans la situation où j'étais. C'est après que quand je commence à atteindre la fin de la deuxième année, la fin de la troisième, ou plutôt le début de la troisième année, que je commence enfin à avoir d'autres applications. Je rencontre des gens, j'ai quelques aventures qui n'ont jamais bien fait terminer. Je réalise qu'il y a beaucoup de coins réservés aux homosexuels dans ma ville. J'avais jamais remarqué auparavant. Je commence à fréquenter ces petits coins-là. C'était une place, c'était un parc, c'était pas grand-chose. Voilà, c'était jamais à l'intérieur. Donc, je te disais, c'est là au final, je rencontre un peu quelques personnes, ça a jamais fait grand-chose. Et là, je suis à fond dans la communauté ex-musulman. Je commence à m'intéresser à plusieurs choses. Puis c'est là que l'idée, alors c'est à mes 18 ans plutôt, que c'est l'idée de partir à l'étranger pour vivre ma vie telle que je l'entends, parce que je réalise que finalement en Algérie, je pourrais jamais vivre comme je voulais. D'un côté, il y a la religion, de l'autre, il y a mes parents. Il y a aussi le côté financier, parce que j'avais essayé de travailler. J'avais travaillé pendant 2 semaines dans un petit restaurant. Et j'avais une petite paye, pas grand chose du tout, c'était même pas 100 euros. Et j'utilisais cet argent pour m'acheter des petits trucs qu'on n'avait pas toujours à la maison, du Nutella, des céréales. Et rapidement, mon père n'aime pas. J'ai ma propre petite source d'argent. Il m'attrape un jour, il me dit depuis que t'as commencé à travailler, tu te crois supérieur, permis à tout, tu peux tout faire comme tu veux. Demain, tu vas plus au travail. T'as plus le droit d'aller au travail. Et du coup, j'arrête le boulot, et j'ai plus d'argent. Voilà. Au final, je me retrouve à devoir demander à mes parents, à 17-18 ans, de m'acheter ce que je voulais. Oui, parce que l'idée, c'est qu'il perd du contrôle, et donc, si tu gagnes plus d'argent, tu restes dépendant de lui, quoi. Ouais, c'est ça.
Puis c'est tout, hein, voilà, c'est à ce moment-là que j'arrête le travail, que je me retrouve dépendant, et j'essaie de rechercher du travail un peu en secret. Et Et tu te dis, il faut que je parte. Ouais, il faut que je À parte. Je me dis, l'étranger. ça y est, il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose, faut que je parte. Hein. Cela dit, mon bac, je l'ai pas eu à une une moyenne assez importante parce que j'étais sous stress, j'avais, voilà, j'étais sous stress, je pouvais pas bien étudier, je dormais très très peu. Et avec le bac, plus le bac approchait, plus je dormais moins. Alors je me souviens de dormir à 2 heures du matin, de me réveiller à 4 heures du matin, pour reprendre les études. Et au final, j'ai mon bac à une moyenne qui n'est pas très haute. J'accède à l'université. À ce moment-là, je me dis, je vais aller à une autre université, je vais à une université assez éloignée. Et directement, dès que je parle de ce sujet, ma mère, elle dit non. Mon père, il dit non. Ils disent, alors j'allais à l'université à Tizi Ouzou. Ils m'ont dit, on sait pourquoi tu veux aller là-bas. Il n'ira jamais. Tu peux l'oublier. Alors mon père, il avait cette idée, cette phrase qu'il disait tout le temps. Il dit, Naher Marask. C'est-à-dire, n'y pense plus. Enlève-toi ça de la tête, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, finalement, j'accède à l'université qui est juste à côté de chez moi. Mais genre, juste à côté. Là, je commence à trouver un peu plus de liberté parce que mon père, il s'en va un peu. Ma mère découvre qu'il la trompe. Un jour, il fait ses bagages. Après une grosse dispute, il fait ses bagages. Il descend les escaliers. Ma mère le poursuit. Non, mais il a une deuxième femme parce que oui. il la trompe. Oui. Il la trompe. Ouais. Alors attends, il la trompe avec sa deuxième femme ou c'est quoi le Oui. Ça correspond au moment où le taxi il a déballé le truc, d'accord. Et ma mère, je vois qu'elle commence à faire des efforts immenses pour son apparence, parce qu'une meuf de 29 ans, 50 ans à ce moment-là. Du coup, elle va chez les esthéticiennes, elle se fait du botox au visage, commence à s'occuper d'elle un peu plus. Pour le refaire revenir ou pour elle-même? Pour le refaire revenir. Pour le refaire revenir. Et elle s'achète des vêtements un peu plus osés, qu'elle porte à la maison. Dès qu'il arrive, à un moment, je me souviens d'une période très spécifique où elle se fait extrêmement belle. Elle porte des vêtements très osés. Pour une fois, j'étais un peu surpris, moi, de la voir comme ça. Pas super osé, mais très osé quand même. Et quand il arrive, il veut pas la regarder. Elle veut lui faire un câlin, il se retire. Là, elle est en colère. Elle lui crie au visage. Il lui dit, tu me cries au visage. Il souhaite la frapper sur le moment, hein, je l'ai vu. Moi, je me range dans ma chambre parce que j'ai pas envie d'y assister, parce que je sais que à ce moment-là, j'avais perdu toute foi en mes parents. J'avais plus envie de défendre qui que ce soit parce que je réalisais un peu, dès qu'il y avait une petite dispute, je me mettais entre les deux et je finissais par prendre tous les coups. Du coup, ma mère l'insulte, hein, mon père l'insulte aussi. Il fait ses bagages, il descend les escaliers. Elle le poursuit sur les escaliers. Il y a mon oncle qui est à la maison aussi. Il est rentré du travail en après-midi, pas le matin, pas la nuit. Il fait ses bagages, alors qu'il vient d'arriver. Il reprend ses affaires, il fait ses bagages les trucs qu'il a laissés à la maison. Il descend les escaliers, elle le poursuit et lui dit, si tu rentres pas tout de suite, je te divorce. Et elle rentre pas, et lui dit, il fait son petit, il dit 3, 2, 1, et là il crie, tu es divorcé. Oui, ce qui est en islam, voilà quoi. Mais il faut qu'il le dise 3 fois. Oui, il l'a dit 3 fois. Il l'a dit 3 fois, oui. Comme, je sais plus c'était quoi ce film Beetlejuice là, si tu le dis un certain nombre de fois, ça se réalise quoi. Donc voilà, dis 3 fois tu es divorcé, et ben ça y est, c'est vrai. Oui. Et il s'en va. Mon oncle le poursuit dehors, il monte dans la voiture, il dispute pendant un certain temps, je regarde la fenêtre. Mon oncle rentre, j'ai pas envie de voir ma mère, je reste dans ma chambre. Elle pleure, ma tante arrive, il y a la grande conversation de ce qui va se passer maintenant. Ils finissent par divorcer. Mon père nous présente rapidement sa nouvelle femme. Ma mère ne veut pas qu'on ait de contact avec elle, ce qui crée beaucoup de problèmes. Tu vois, c'est une personne qu'on aime, on a envie de dire bonjour, bonsoir. Ma mère nous dit ne la regardez même pas, ne lui parlez pas, ne lui faites rien. Voilà, ignorez son existence. Du coup, voilà, on essaie d'ignorer son existence un peu. Et donc à quelle occasion t'es
T'es censé la côtoyer, cette deuxième Quand femme. mon père vient pour nous ramener à la maison de ma grand-mère pour qu'on voit sa famille. Après, c'est oui, je suis d'accord un peu avec lui sur ce point-là. C'est ma mère nous avait éloignés de tout membre de la famille avec qui elle n'était pas d'accord, que ce soit la famille de mon père en général, ou les membres de sa famille à elle-même qui n'étaient pas d'accord avec elle, que ce soit sur un point ou un autre. Ma mère, elle avait beaucoup de sœurs et beaucoup de frères également. Alors, dès qu'elle avait le moindre problème, on n'était plus censé parler à cette personne. C'est là que commence, je commence un peu à souffler parce que là, il n'est plus présent du tout. Il a 2 jours, 3 jours, et puis il s'en va. Et ça continue comme ça, en fait. Ça continue. Moi, je lui parle par rapport à Campus France. Il dit qu'il est OK, qu'il est d'accord. Donc ça, c'est pour faire Campus France, c'est le dispositif pour partir étudier à l'étranger. Alors, en France. Donc il dit qu'il est d'accord. Il dit qu'il est d'accord. Moi, je suis très content quand il dit qu'il est d'accord. Je suis super joyeux. J'essaie de garder mon calme avec lui parce que je sais que montrer la moindre émotion avec lui, ça va finir par ne fais pas ça, hein, t'es pas une femme. Faut pas rire, faut pas être joyeux, faut rien faire. Faut être de marbre devant lui. Et puis commence Campus France en général. Je fais le TCF, je suis pas accepté par aucune université au début, je le refais l'année prochaine. L'année prochaine, c'est le Covid, c'est 2020. Le TCF, c'est le test de langue. De connaissance en français. Donc ça, tu réussis, mais tu n'es pas accepté. Je suis pas accepté par des universités, oui. Je refais l'année 2020. 2020, je suis accepté par 2 universités. Cela dit, mon université a des retards pour me donner tous les documents nécessaires pour finaliser tout ça. Du coup, je peux pas y aller. Et il y a pas de vol. Et il y a le Covid, comme tu dis. Et il y a le Covid. J'imagine, hein, c'est ça. Il tarde à te donner les documents. Pour te dire. Et du coup, t'es piégé avec la paralysie qu'il y a eu avec la pandémie, quoi. Pour te dire, ma 2e année, je la commence en septembre, on s'arrête, je sais pas, même pas janvier, et on reprend en septembre la 2e année. On a fait 2 semaines de cours, une semaine de cours, une semaine d'examen pour passer à la 3e année. Du coup, j'abandonne là et je commence à m'intéresser à d'autres endroits parce que je me dis pour la France ça va être compliqué, il y a Covid, tout ça. Je vais vers l'Angleterre. Je parle à ce moment-là, je regarde un peu les prix, c'est trop cher. Par contre, je trouve une agence qui me dit en fait à 9 000 €, en fait je peux à 9 000 €. J'en parle à mon père, il est d'accord, il va même voir l'agence lui-même avec moi. On en discute et il dit qu'il est OK. Moi, étant bien, je pensais jamais bien penser à tout, je pense toujours à tout de toute façon. Je lui montre le budget que j'ai calculé. Alors j'étais arrivé à 7 000 €, 7 400 € par an. Et t'étais arrivé comment ça J'avais calculé le budget par rapport au loyer, par rapport à l'université, par rapport à ce que je devais payer, tout en détail. J'ai fait des recherches en général avec l'électricité, avec tout. Et il me dit, t'as ton budget là, je m'en fiche, moi je peux te donner 10 000 € d'un coup sans problème, par mois. Moi, en entendant ces petites paroles, 10 000 € par mois, il me dit, voilà, je peux avoir d'autres universités alors. Parce qu'au final, cette université, il tarde à tout faire. Il me recale de 2021 à 2022, puis de 2022 à 2023. Du coup, j'abandonne avec eux, je m'inscris à d'autres universités, je suis accepté par 3 universités, je lui en parle. C'était 18 000 €. Il m'a dit 18 000 €, c'est trop cher. J'avais dit, mais tu m'avais dit 10 000 €. Et là, il m'arrête, il me dit, écoute, je te parle. 18 000 €, c'est trop cher. Et du coup, c'est un peu, je sais un peu plus quoi faire, je me reconcentre sur le travail, j'essaie de trouver du travail à gauche à droite. J'abandonne ce cas d'université. Je trouve rien, en fait, côté travail. Je demande à des gens maintenant, c'était sur le Discord là, que j'avais rejoint. Je demande un peu à gauche à droite parce qu'il y a une personne qui a du travail, et l'idée de travailler à l'étranger, c'est une personne sur ce serveur qui m'avait dit, en fait, qu'il y a du travail. Alors, le Discord.
Il y en a qui ont découvert ça il y a pas longtemps, j'en fais partie. C'est là qu'on s'est rencontrés, mais en fait, comment tu peux expliquer ce que c'est? Alors, toi, tu échangeais avec les communautés d'ex-musulmans qui étaient ailleurs. Anglophones. C'est un peu où les gens de Facebook sont allés au final, hein. Parce que Facebook, ça a commencé à diminuer de popularité, du coup, les gens allaient faire d'autres petits spaces, d'autres petites communautés. Et au départ, je rejoins des communautés anglophones, ce qui m'a aidé un peu plus à découvrir d'autres points de vue. Tu vois, il y avait énormément de personnes, je discute, et là, je forge mon opinion sur l'islam à 100%. Parce que avant ça, j'avais mon opinion personnelle, ce que je voyais autour de moi, ce qui se passait, les petites recherches que j'avais faites, c'était pas des recherches assez poussées. L'apostasie de défiance que j'avais fait au départ, qui en fait l'apostasie entière que j'avais fait où je ne croyais plus en Dieu, où je ne voulais plus être attaché à la moindre religion. C'est vrai qu'il se passait en tout cas beaucoup plus de choses dans le monde des ex-musulmans anglophones. Donc c'est un peu là ta porte d'entrée dans le monde des ex-musulmans. Mais bon, nous on s'est retrouvés sur un serveur francophone. En 2019, il y avait l'événement qui aujourd'hui me tient toujours à cœur. C'était un étudiant de médecine à Alger. Alors c'était ça l'événement qui m'a fait comprendre. Je me souviens. L'horreur dans laquelle j'étais. À Alger, qui était homosexuel. Des gens sont entrés dans sa petite chambre d'université. On l'a égorgé et on a écrit sur le mur de sa chambre, il était gay. En anglais, même pas grammatiquement correct. En anglais, hein. Quand j'entends l'histoire, je l'entends de la bouche de ma tante qui dit c'était un drogué, il n'avait pas remboursé ce qu'il devait rembourser aux gens, et on l'a attaqué parce qu'il n'avait pas fait ça. Puis quand je creuse de mon côté, je découvre qu'il y a une autre histoire complètement différente au final. Et je vois un peu les médias algériens, personne n'en parle. Les médias d'ailleurs, on en parle de son homosexualité. Personne ne parle de son homosexualité sur les médias algériens. Et par rapport, c'est pour défendre l'honneur de la famille. J'imagine. S'il n'y avait pas eu l'inscription des assassins écrite avec le sang de la victime, peut-être on pourrait croire à cette version-là, quoi. Mais voilà, quoi. C'était, ça m'avait un peu déboussolé. Je me disais putain, je suis dans ce monde-là en fait. Je vis dans ce monde-là, dans ce pays-là. Ce genre de choses s'est passé. Les personnes qui ont fait ça ne vont pas être incriminées d'une manière assez ils vont juste avoir même pas 5 ans de prison, voilà, c'est tout. Je connais pas la suite de l'affaire, hein. Je sais même pas à quoi ça aboutit en condamnation. Il a pris 5 ans de prison, je me souviens pas, je crois que l'avoir lu récemment, hein. Il a pris 5 ans de prison, voilà, il est parti peut-être 18 même pas. Puis voilà. C'est passé. Plus personne n'en parle maintenant. Je découvre ensuite au fur et à mesure qu'il y a énormément de ce genre d'affaires qui sont partout en Algérie, partout. Des gens qui se font jeter de la fenêtre, des gens qui sont tués, des gens qui sont tabassés dans la rue, des gens qui sont emprisonnés, des gens qui se suicident aussi. Qui se suicident également. Et ça me fend le cœur, vraiment, ça me fend le cœur, vraiment, d'y penser. Là, je me dis, il y a des gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour aider ces gens-là qui sont là, en fait. Là, d'où je me suis échappé, là, je suis parti en courant, je suis parti sans regarder en arrière, j'ai tout laissé derrière, je me dis, aujourd'hui, il faudrait que j'aide les gens là qui voudraient avoir un futur à l'extérieur, qui sont dans la même situation où j'étais à l'époque, moi. Et c'est pour ça qu'il est temps de nous raconter comment toi, tu t'es évadé. Parce que aujourd'hui tu penses déjà à les aider, ça fait pas longtemps que tu es en sécurité. Alors on en était là, tu es sur des serveurs d'ex-musulmans, tu demandes s'il y a des gens qui ont des pistes pour du boulot. Du boulot. En France, en Europe. Principalement en France. Après j'ai cherché tout seul en Angleterre, en Espagne, en Italie, avec le diplôme que j'avais, parce que j'avais une licence maintenant à ce moment-là. Rien, absolument rien. Je tombe sur une personne qui me donne une petite piste vers du travail en Europe. Et je suis cette piste, on me répond au bout de 10 jours.
Et au bout de 10 jours, alors je fais tout ça en secret, hein, je fais les En tout ce que secret je de dois ta faire famille, mais en pas secret de ma de famille. Oui, pas ta en secret communauté de la de communauté. cœur. Parce que moi, je me souviens, là, j'étais Oui. déjà là et Mhm. voilà, j'ai assisté à tout ça et donc on suivait ça de jour en jour avec toi. Le contact aboutit, tu passes des entretiens, français, en anglais, Je passe voilà. d'un entretien de 4 heures, fatigant. Je me reconnecte, je vous dis que j'ai passé. J'ai quelques petits applaudissements, je suis content, je me dis enfin ça va marcher finalement. Je le dis toujours à personne pour le moment, ni à ma famille, ni à personne. Et puis on commence maintenant à discuter des papiers. Et là, il y a le visa, il y a les papiers du visa qui se font assez aisément au début. Et puis il y a un papier où je dois aller à Alger. Et la nuit où alors à un moment, je finis par en parler à ma mère. Ma mère, la première chose à laquelle elle pense, c'est l'argent que mon père lui envoie pour tous les enfants. Elle dit, on va recevoir moins d'argent maintenant que tu vas partir. Ouf, très terre à terre, hein, maman. Oui. Donc il faut que tu restes, ok? Voilà, hein. Puis, je réalise au final que ma mère commence à m'écouter quand je vous parle. Quand tu parles sur le serveur, elle commence à m'écouter. Elle me dit c'est qui À ces gens à qui t'espionner, tu tu veux parles? dire? Oui, elle m'espionne énormément. Ah, Elle me dit c'est qui ces gens à qui tu parles? Qu'est-ce que tu vas retrouver là-bas? Et la nuit où je suis censé partir à Alger pour des papiers, on explique un peu le contexte, c'est que toi, t'es plutôt loin d'Alger, c'est qu'il y a pas mal extrêmement d'heures loin. de route, que tout se trouve à la capitale, en termes administratifs, ou même des ambassades pour le reste des procédures. Oui. Voilà. Et donc, c'est quand même une expédition de se rendre à Alger pour faire des procédures administratives pour toi. Oui. Tu n'es pas véhiculé et tu dépends des personnes qui veulent bien t'aider pour le faire. Oui. Ouais. Du coup, je réserve un ticket pour aller à Alger en bus. Et cette nuit-là, j'étais censé voir un mec. Et je sors, j'avais dit à ma mère que j'y allais, j'avais pris mon petit sac avec quelques nécessités pour partir. J'y vais, je suis censé voir un type cette nuit-là, on se rencontre pas très loin, hein, on marche un peu. Tu veux dire une rencontre amoureuse? Ouais, un peu moins, plus ou moins, Plus ou moins. C'est plus Un la première type. fois qu'on se voyait, oui. D'accord. Je sors, on marche un peu, on tourne un peu dans les rues, on essaie de trouver un petit coin isolé pour s'asseoir. Et là, je remarque qu'il y a deux types qui n'arrêtent pas de nous suivre, qui n'arrêtent pas de nous regarder, bizarrement. Voilà. Alors je me dis, c'est peut-être des gens, parce que je vis là-bas quand même, c'est peut-être des gens qui me connaissent, qui le connaissent, je sais pas, je lui demande, est-ce que tu connais ces deux types-là? Il me dit non, t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas un problème, puisque regarde les maisons, c'est tous des riches ici, personne ne viendra nous déranger. Du coup, voilà, donc on se voit. Lui, il a un appel important parce qu'il doit rentrer chez lui, et moi je lui dis donc au revoir. En chemin pour rentrer chez moi, je me fais attaquer par ces deux types-là. Alors je me débat, oui, et on m'insulte d'insultes assez homophobes, que ce soit... j'ai même pas la force de les dire. Oui, j'ai même pas la force de les dire. On t'attaque comment? Oui, ils sont combien? Deux types, hein, deux. Il y en a un qui m'attrape de derrière, un autre qui vient au devant avec un couteau, qui me met le couteau à la gorge. Moi, je pense directement au type là, qui se fait égorger. On sait pas sur le coup que c'était un crime, bon, un crime c'est pas un crime dans le pays en même temps, mais c'était plus une attaque homophobe. Puis on me prend mon téléphone, on me poignarde, et me poignarde à la cuisse. Et sur le coup, je le sens pas, hein, j'ai pas senti le couteau ni rentrer ni sortir. Et du coup, on me prend mon téléphone, ils s'en vont, et je rentre à la maison, je lui dis, je dis à ma mère sur le chemin où j'allais au bus, on m'avait attaqué. Je mens hein, sur toute la ligne parce que je sais que je pourrais jamais dire je suis allé voir un mec, voilà, je pourrais jamais le dire. Et
Là, ça me met un gros frein sur une procédure pour partir à l'étranger. Et sur le coup, pendant une semaine, je fais une dépression immense, mais je me pousse à continuer. Attends, tu rentres chez toi, t'es blessé ou vous appelez les secours? Comment ça se Non, je passe? suis blessé. Je dis à ma mère, j'ai été poignardé. Elle fait sa petite crise pendant 2 minutes. Puis elle s'habille. Elle m'emmène à l'hôpital. À l'hôpital, on me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je leur dis, j'ai été attaqué, on m'a volé mon téléphone. C'était un vol. Voilà, c'était une agression pour le vol. Et puis, il y a la police. On dépose plainte. Et puis voilà, sans rien n'en sort. Pas de nouvelles, pas du tout. Le téléphone, on l'a jamais retrouvé. Donc je me souviens que tout ça. Je me souviens que tout ça, c'était, on était en plein, avec toi en tout cas, en plein préparatif. C'est-à-dire que pour pouvoir présenter un dossier de visa complet, il y avait des documents à fournir, il y avait une certaine somme à prouver, parce que les entretiens s'étaient bien passés, mais c'était un peu la mission compliquée de réunir les documents, parce que tout ce qui était... Alors voilà, ça paraît très simple, mais ouvrir un compte en banque en Algérie pour une somme en devise, ça s'est avéré impossible. C'est même pas très compliqué, mais avant d'avoir compris que c'était impossible, on n'est pas quand même passé par plein d'étapes. Oui, plusieurs banques. Plusieurs banques avec. On avait même essayé de mitonner. J'étais avec un ami, on avait essayé de mitonner en disant nous avons de l'argent, nous allons le déposer tout de suite. Sinon, lui il me disait faut jamais parler de la carte Visa, faut juste dire t'as de l'argent, tu veux le mettre tout de suite. Ou sinon tu dis que t'as un boulot, que t'as un contrat, mec ça va venir, que t'as une promesse d'embauche qui n'est pas encore mise. Ça marche pas sur n'importe quelle banque. Pour eux il faut un contrat, il faut une promesse, et je réalise que même pour être payé ça va être extrêmement compliqué, parce qu'il faut la preuve de paiement là que t'as été payé, et qu'il faut la scanner, l'envoyer à la banque à chaque fois que tu es payé, à chaque fois, sinon t'as pas accès à ton argent. C'est-à-dire qu'on a perdu un peu de temps, mais on a compris que ça ne se ferait pas avec une banque algérienne. Et donc, on a trouvé des solutions de banques en ligne qui étaient domiciliées à l'étranger et sur lesquelles tu pouvais recevoir une somme d'argent et tes futurs salaires que tu allais mettre dans le dossier pour le visa, quoi. Voilà. Pendant ce temps-là, il y a ma mère qui me met la pression immense pour le dire à mon père que je m'en vais. Pression alors j'étais déjà, je pouvais pas marcher, du coup je devais être avec elle tout le temps, et du coup elle avait carte blanche plutôt, qui était totalement, c'était tout possible pour elle de mettre une pression constante, une pression qui me pousse davantage dans la dépression, parce que à ce moment-là je recommence à avoir des envies suicidaires, je commence à carrément vouloir m'arracher les cheveux à chaque fois qu'elle m'en parle. Je me souviens aussi que on avait compris que ton père ferait barrage. Je lui avais dit, et qu'après, au bout d'une semaine, quand il a commencé à vraiment s'intéresser à l'affaire, qu'il m'avait appelé et qu'il m'avait dit, encore une fois, enlève ça de ta tête. Donc tu lui annonces que tu as trouvé un travail. Oui. Et que tu as besoin d'aide pour le visa, et là il te dit non, tu pars pas. J'avais pas demandé de l'aide au final. Même pas? Non, parce que je savais qu'il allait pas m'aider, tu vois. On avait parlé de Campus France, on avait parlé des universités anglaises, il y avait aussi le Pays-Bas, il y avait tellement d'autres options pour moi, que s'il avait dit oui à simplement m'aider avec l'argent, c'était des sommes immenses, des 18 000 euros pour l'Angleterre. Après, c'était 10 000 euros à payer en tranchée de 2 000 euros. C'est pas une somme immense pour lui, parce que pour lui, c'est quelqu'un qui gagne d'argent. Et il y avait aussi retour à Campus France qui était 7 000 euros. Au final, voilà, c'est pas beaucoup. Mais il n'était pas d'accord, il était jamais d'accord pour rien du tout. Ou sinon, il me faisait marcher en me disant j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, t'attendras en juin, et quand t'es arrivé juin, il t'attend en septembre, quoi. Septembre, il dit en juin, voilà. Il me faisait marcher comme ça. Et toi, à un moment donné, tu craques, tu parles avec ta mère. Oui, je parle avec moi, je lui dis ça y est, j'ai trouvé un boulot. Il me dit ah bon, vraiment, ok. Elle est, ça va pour elle au départ, hein, c'est pas un problème. Après, quand elle a commencé à m'espionner, elle a commencé à avoir des doutes.
Et ensuite, quand on est arrivé au moment où mon père l'apprend, ou plutôt qu'il voit Elle lui dit. Elle lui dit, oui, je découvre des messages, je t'avais dit, oui, je t'avais raconté, je découvre des messages où elle est carrément odieuse dessus. Au final, elle prenait les informations de mon côté pour le lui dire de l'autre. Donc, en fait, elle t'a amadoué en faisant celle qui était d'accord pour ton projet, pendant qu'elle remontait ton père contre toi et pour faire obstacle au projet, et tu as découvert ça dans les messages. Et du coup, mon père m'appelle, il me dit, retire ça de ta tête, lui dit qu'au final, tous mes frères et sœurs, tu vas les aider, il leur paye l'école privée, à savoir, l'école privée depuis la primaire. Moi, j'ai fait l'école publique tout le temps. Et comme je t'avais dit, il y avait plus du favoritisme de leur côté, plus que du mien. Et je lui dis tout ça, et il me dit, Makanj Snadelk. Et je lui dis, ok, il me dit, il y en a pas, il y a pas, attends ton tour, Snadelk. Oui, voilà, attends ton tour, et je lui dis, du coup, mon tour, il vient quand? Il me dit, je sais pas, ça viendra quand je voudrais que ça vienne. Et du coup, de mon côté, je lui dis cette phrase, je lui dis, j'ai 22 ans, si je veux partir, je pars, tu peux pas me faire un obstacle, j'ai la possibilité de partir sans ton accord. Et il me dit, si tu oses, alors à ce moment-là, il y a eu le service militaire qui commençait à faire pression, et du coup, il utilisait le service militaire pour me faire pression, quoi qu'il en soit. Et il me disait, si tu souhaites partir, tu pourras jamais quitter le pays sans mon feu vert. Et je me dis, oui, il peut faire ça. Et c'est là que je t'appelle, parce que je suis en détresse, je me souviens que c'était au volant. Et je sais plus ce que j'ai dit, je sais plus ce que j'ai fait. Moi, je sais que t'étais dans tous tes états, parce que, concrètement, il avait dit qu'il te laisserait pas partir. Voilà, il avait les moyens de te faire interpeller avant de monter dans l'avion. Et tu sais qu'il les a parce que il a le bras long. Et que donc, le plan, tout tombait à l'eau, en fait. Oui, tout tombait à l'eau parce que nous, on était occupés, en tout cas de mon côté, pour faciliter les choses. J'étais occupée à récolter une certaine somme pour t'aider à partir. Voilà. Oui. C'est-à-dire j'ai pris l'initiative de t'aider, de récolter une certaine somme auprès des gens qui le voulaient bien pour que ton dossier soit complet. Et ce qu'on a réussi à faire, d'ailleurs. Donc, on avait besoin de cette carte qui te permettait d'être exempté du service militaire, qu'on appelle la carte jaune, et donc que ton père aurait pu et dû t'aider à obtenir. Sauf que là, concrètement, non seulement il refuse, et en plus, même si tu décidais de déserter, il aurait fait barrage, il aurait empêché que tu puisses prendre l'avion. Donc on en est là, tu es dans un état catastrophique. Moi, en tout cas, je me souviens avoir été très inquiète à ce moment-là. Et tu étais désespérée, et j'espérais que ça allait te passer un peu et qu'on pourrait reparler pour que tu reprennes là où on s'est arrêté et que tu trouves d'autres moyens. Voilà, je me souviens de ce jour-là. Oui. Et du coup, ayant vu les messages que ma mère a envoyés, j'appelle ma mère, je lui dis où est-ce que tu es, faudrait que tu rentres. Et du coup, elle rentre, et là je lui parle, je lui dis pourquoi est-ce que tu lui as dit ça, qu'est-ce qui se passe? Et elle prend directement la défensive, elle dit j'ai dit ça pour qu'il t'aide, moi j'ai plus d'emprise sur lui, il faut que je cherche une manière de l'amadouer. Donc l'amadouer en étant piétinant, oui. Voilà, c'est l'amadouer, c'est lui dire regarde, je suis à ton service. Puis il va sortir de la maison, il y aura plus aucun contrôle, j'ai perdu le contrôle sur lui, vois ce que tu fais, ce genre de choses. Et moi sur le coup j'avais perdu totalement espoir, je savais plus quoi faire. Mais je lui avais dit à ma mère, soit tu m'aides à partir, soit je prends mes bagages tout de suite et je m'en vais. Et tu me reverras plus. Et du coup, ma mère décide de m'aider, que ce soit financièrement, parce qu'après, j'ai découvert qu'il avait aussi une petite somme d'argent qu'elle avait gardée. Et c'est elle qui me conduit à gauche à droite pour des tests médicaux immenses et inutiles. Pour l'Ebola, la fièvre jaune, la tuberculose, la syphilis, tests totalement inutiles. Je sais pas si c'est inutile, en tout cas, la procédure pour obtenir ton visa, demander que tu fasses, je sais pas, il y avait une vingtaine de tests. En fait, beaucoup plus, c'était des tests totalement chiants, énervants, où fallait sauter un agent médical gratuit. Quand tout va bien,
quand tout va bien, on fait ses tests et c'est une formalité. Sauf qu'en Algérie, il faut du piston pour aller chez le médecin, il faut du piston pour avoir les papiers qui vont avec, donc tout était très compliqué, beaucoup d'heures d'attente. Et justement, on finit par le faire avec un piston, puisque aucun médecin ne veut signer le papier du visa. Aucun médecin ne veut le signer puisque c'est en anglais. Dès qu'ils voient l'anglais, ils sont effrayés, ils veulent pas signer. Et du coup, on finit par trouver un médecin qui connaît ma tante, puisque c'est ma tante qui est avec moi en ce moment-là, puisque ma mère était occupée. Du coup, le médecin le signe, puisqu'il a fait le pèlerinage à la Mecque avec ma tante. Moi, je rentre avec carrément une bibliothèque de papier que j'avais accumulé ce jour-là pour que ce papier soit signé. Là, le papier, il est fait. Mon père, je ne lui parle plus depuis ce jour-là. Il assume que j'ai arrêté, que je cherche plus cette histoire-là. De mon côté, je vais à Alger. Comment tu as obtenu finalement de pouvoir continuer les procédures? Parce que on s'est arrêté au fait que ta mère avait vendu la mèche et que on était bloqué et que toi t'étais désespéré. Comment tu t'y es pris? Je lui avais fait un chantage. Je lui avais dit soit je m'en vais maintenant, ou soit tu m'aides. Voilà. Parce que mes valises étaient prêtes, tout était prêt. C'était à côté, on attendait que je puisse partir. Parce que je lui disais, elle m'aidait à faire mes valises. Je lui disais, j'ai pas encore le visa, maman, j'ai pas encore le visa. Elle me disait, oui, t'inquiète. Donc ça, c'est alors qu'elle savait qu'elle allait parler à ton père. C'est-à-dire qu'elle t'aidait à faire tes valises avec, t'as une date de départ, une date pour ton rendez-vous pour le visa, tout ça. Elle met tout ça finalement au péril en parlant. Et toi, à un moment, quand tu dis tu lui fais du chantage, pourquoi elle cède en fait? Aucune idée, peut-être parce que j'avais dit que j'allais partir et que j'étais déterminé, parce que je pleurais, je chialais, j'étais décidé. Je lui ai dit tu m'aides ou je m'en vais. Ou sinon tu me reverras plus jamais. On se parle plus. Et puis voilà. Elle a eu peur. Elle a eu peur, oui, elle a eu peur. Je me souviens que tu avais des idées très noires à ce moment-là. Oui, j'avais des idées très noires. Des idées très 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 noires. Donc, parce que j'avais encore deux choix, hein. J'avais soit je m'en vais, soit je meurs au final. Je ne voulais plus. Que j'avais vu qu'il n'y avait aucun avenir, ni professionnel, ni personnel en Algérie. Il n'y avait aucune vie en Algérie. Moi j'avais peur ce jour-là que tu te foutes en l'air, hein. Franchement, ça m'a traversé l'esprit. Voilà, c'était ma crainte. J'espérais que tu passes ce tournant-là difficile et que le lendemain on puisse reprendre. J'avais vraiment peur que tu y restes. Alors je pense que ta mère a dû avoir la même peur. Si tu lui as pas dit clairement les choses, elle a peut-être compris que là c'était une question de vie ou de mort. En fait. Ouais. Puis elle a fini par comprendre. Hein. Aujourd'hui elle me dit avec ou sans moi, avec ou sans ton père, tu serais parti. Et c'est à cette période-là que ah oui, en fait, c'est fini. Je vais à Alger. J'ai mon visa la semaine prochaine. Et après, il y a les questions de l'avion. Parce que mon père, il avait reçu le billet d'avion qu'il m'avait forcé à lui envoyer. T'avais une première date de départ, puisque l'entreprise qui t'embauchait payait ton déplacement. Et donc, t'avais une première date de départ que ton père connaissait, en fait. Puisque... Ça réveillait des souvenirs, ça réveillait des souvenirs. Ouais. Et il connaissait la date de départ, il connaissait l'avion, il connaissait tout. Du coup, j'appelle l'entreprise et je leur dis il me faut un autre billet d'avion parce que ce jour-là, je peux pas. C'est impossible pour moi d'y aller. Il me donne un autre avion et qui est un autre jour complet, différent. Complètement. Et après le jour où j'étais censé partir originellement, avant de changer ce billet d'avion, mon père appelle et je lui parle au téléphone, comme ça il comprend que... Que t'es pas parti. Voilà, il s'est assuré que t'étais pas parti. Oui. Moi je me souviens qu'à ce moment-là, on cherchait tous les moyens et on avait fait pour nous ce qui nous paraissait le plus dur, c'est-à-dire obtenir un visa pour que tu puisses partir légalement, en toute sécurité. On a réussi à récolter une somme grâce à la solidarité des personnes qui ont contribué. Les papiers étaient difficiles à rassembler, t'avais tout. C'est-à-dire que obtenir un visa, c'est le Graal. Et ça, tu l'avais obtenu. Et ce qui nous est tombé dessus, c'est ton père qui peut empêcher ça, quoi. On regardait tous les départs possibles. Alors je réalise qu'il y a que 3 aéroports internationaux en Algérie. Moi, je savais pas, je m'étais jamais posé la question de combien d'aéroports internationaux. Il y en avait que 3 qui faisaient la destination dont tu avais besoin en plus. C'était compliqué de s'y rendre. Donc voilà, vraiment on est passé par... c'était comme un film, en fait.
T'es comme un film. Donc il vérifie que t'es pas parti, il est content, et toi tu t'en vas, c'est prévu, quoi, deux jours après ou c'est quoi? 2 jours après, oui. 2 jours après, et il y a ma mère qui me dit toujours, il faut quand même le dire à ton père. Je lui dis, si jamais on lui dit, il va m'arrêter à l'aéroport, j'irai à la caserne, tu me reverras plus, et après que j'aurai fini la caserne, tu m'en verras plus non plus. On se reverra plus, on se parlera plus. J'irai où, n'importe où, sauf chez toi. On se reverra plus. Et du coup, puisque c'est un jour assez spécial, il n'y a ni taxi, ni bus, ni quoi que ce soit, c'est mon cousin qui me conduit à l'aéroport. Et c'est ce jour-là, en fait, là je me rends compte, quelqu'un qui part, généralement, ça dit au revoir à sa famille, c'est des câlins, on reviendra bientôt, ne t'inquiète pas. Moi, de mon côté, j'étais juste focalisé sur l'avion, le moment où je départ. Le moment où je monte dans l'avion, le moment où l'avion décolle. Voilà, c'était la dernière ligne droite, je mets mon passeport, je passe la douane, je lui donne mon passeport, et là, le type, il commence à voir son truc là sur son ordi. Moi, là, c'est le plus gros stress que j'ai eu de mon existence. Le plus gros stress de ma vie. Parce qu'on avait peur que ton père t'ait signalé et que tu sois recherché ou quelque chose comme ça, quoi, et que ça apparaisse sur l'ordinateur de la douane, quoi. Je me souviens que le vol, il était vers minuit. Il était vers minuit. Ouais, et qu'il fallait que tu roules pas mal d'heures, qu'on t'accompagne, qu'on te conduise pendant pas mal d'heures avant d'arriver pour le vol, et que ton père était dans le coin parce que c'était l'Aïd. En fait, nous on se disait, il est pas en ville, donc tu vas pouvoir t'évader tranquille. Sauf que ça tombe sur l'Aïd et que forcément c'est la visite de la famille, quoi. Oui. Et on a peur qu'il arrive le jour en nous disant faut qu'on aille voir votre grand-mère. Et finalement il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Moi j'avais pour projet de dire je suis malade, je peux pas venir, voilà. Final, voilà. Je passe la douane. Derrière il y a ma mère, ma tante et mon frère qui était passé, mon frère aîné qui était passé ce jour-là, qui me font au revoir. Et je fais au revoir et je passe. Et je m'assois là et je me dis il va y avoir quand même quelque chose. Ça peut. C'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai, ouais. C'est trop beau. J'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression que c'est pas vrai. Je passe 30 000 barrages où il faut se déshabiller, où il faut retirer sa ceinture puis la remettre, faut lâcher ses valises et les reprendre. Et enfin, je monte dans l'avion, et l'avion décolle, et voilà. Et je me souviens d'un sentiment de liberté immense. Sentiment là où l'avion décolle et tu te sens un peu retenu par la gravité en bas, et au final, ça décolle et c'est magique. C'était l'effort de 4 ans, en fait, qui enfin avait... Avec la communauté qui t'a soutenu et accompagné dans le process, on suivait ça de jour en jour, oui, et d'heure en heure, avant le départ. Et on attendait la photo. Moi, je t'avais demandé une photo quand tu serais dans l'avion. Parce que tant que t'étais pas dans l'avion, il y avait encore des possibilités. Et même là, je me suis dit, il y a encore moyen d'empêcher un avion de décoller. Ça s'est déjà vu en Algérie, hein, ce genre de choses, quoi. Oui, c'est pas rare, hein. C'est pas rare. Voilà. Et donc, je me souviens de ta photo avec le V de victoire quand t'étais sur le point de décoller avec le hublot, à côté de toi, et tous on a pu respirer et on était tous très émus. Et on avait réussi. Alors, on savait qu'il t'attendrait d'autres challenges une fois arrivé, hein. Mais j'ai réalisé qu'au final, tout ce qui m'attendait avait une solution. Parce que ce que j'avais en Algérie, c'était des obstacles qui rendaient toute action impossible, même presque impossible, même. Une fois arrivé en Europe, je réalise, il y a des solutions à tout. T'es jamais bloqué, quoi qu'il arrive, t'auras toujours une solution, t'auras toujours quelque chose, voilà, que ce soit pour papier, que ce soit pour la vie de tous les jours, il y a quelque chose. J'arrive en Europe, et les premiers jours, j'avoue m'être senti extrêmement seul. Je préférais mourir que revenir en Algérie. Mais je commence à réaliser parce qu'à l'aéroport, je me suis pas dit, je laisse tout derrière. Je me suis dit, je vais vers une nouvelle vie. Arrivé en Europe, je suis assis là sur mon lit et je me dis, je suis tout seul. Y a personne. Y a rien. Je peux rien faire en fait.
Et c'est une solitude qui me ronge un peu parce que c'est la première fois de ma vie où je sens une véritable solitude. Parce qu'avant j'avais senti, oui, mais pas au point de me dire... parce que même avant il y avait de la solitude, mais je voulais pas avoir de contact avec des gens que je n'aimais pas, que je pouvais pas supporter. Oui. Là il y a une solitude assez immense qui s'installe avec effectivement les légers coups de racisme que j'ai pu prendre. Et ça n'a pas duré, hein, puisque la deuxième semaine, je me suis fait quelques amis, j'ai eu quelques personnes qui m'ont mis en contact avec d'autres personnes, et au final... Puis t'as commencé ton travail. Oui, dès que j'ai commencé le travail, ça a été beaucoup mieux. Et voilà, aujourd'hui, je me sens bien, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux émotionnellement, beaucoup mieux physiquement, j'ai commencé à prendre du poids, j'ai commencé à me sentir libéré, je commençais à voir un autre monde, un monde que je pouvais uniquement voir de loin, un monde que je pouvais uniquement imaginer, un monde de liberté où je peux vivre comme je veux, je peux faire ce que je veux, en fait. Il y a ni pression sociale, ni pression financière, ni quoi que ce soit. Et c'est beau. C'est possible, tu entrevois des choses possibles, et t'es en sécurité, tu gagnes ton argent, tout ça c'est pas bien vieux. Donc pour les gens qui nous écoutent, voilà, pour les gens qui nous écoutent, ben ça fait à peine quelques semaines, hein, on va dire, ça fait quoi, quelques mois, même pas, hein, voilà, vraiment, c'est pas loin. Cet été, ça s'est passé, cette dernière étape de l'évasion, et aujourd'hui tu n'as que 23 ans, que tu as d'ailleurs fêté dans ta nouvelle vie. C'est 23 ans que j'ai fêté dans ma nouvelle vie. Voilà. Alors, je suis un peu émue moi aussi de passer tout ça en revue parce que l'année dernière à la même époque, je ne savais même pas l'existence de cette communauté d'ex-musulmans. Pour moi, ça donne un sens et je suis fière et honorée d'avoir pu être à tes côtés pour faire tout ça. Ouais, moi aussi je t'avais dit, aujourd'hui les gens que j'ai connus, les gens que comme toi ou d'autres personnes, c'est un peu une autre famille, des gens auxquels j'ai confiance, des gens qui me comprennent, des gens qui ne vont pas s'offusquer de ce que je suis, c'est des gens que j'aime au final, des gens que j'aime supporter, j'aime leur compagnie, et je suis plus seul, et je suis libre. Si tu as un message important à faire passer. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est plus par rapport aux personnes qui sont toujours dans l'environnement où j'étais. Je suis passé par plusieurs étapes, des étapes très noires. Aujourd'hui, je vis la vie devant moi. Je le vois aujourd'hui, tu vois, dans des moments, je me dis, j'ai des années et des années devant moi où je suis libre, j'ai enfin la vie que le gamin de 16 ans qui était à sa porte, là, la porte de sa chambre qu'il avait fermée, il se mettait, il s'asseyait à la porte, il pleurait, il chialait, il demandait la mort. Ces gens-là, en fait, à qui j'aimerais parler, des gens qui sont très, auxquels j'aimerais faire passer un message, c'est vrai, j'aimerais bien dire qu'il y aura un futur, qu'il soit proche ou lointain, qu'à un moment quelque chose va se passer, qu'il y aura un changement, et ils auront la vie devant eux. Donc, faut pas la gâcher, la vie c'est beau, la vie c'est beau, on peut faire ce qu'on veut, et on n'a qu'une vie, et il faut du soutien aussi. Faut du soutien, faut quelque chose. Faut qu'ils se sentent supportés, faut qu'ils soient pas tout seuls, faut qu'ils aient au moins un soutien psychologique, un soutien quelqu'un qui peut les écouter, parce que moi je me suis réfugié sur internet pour que les gens m'entendent, qu'ils me comprennent, parce que autour de moi je voyais pas ça, autour de moi je voyais des menaces, je voyais des insultes, je voyais pas de soutien. La famille du cœur, moi j'aime bien ce concept qui est vital pour nous les ex-musulmans parce que sinon on est seul au monde. Et puis même quand on a cru qu'il y aurait plus d'issue, ben grâce il faut parler, il faut communiquer, et je trouve que grâce à Internet aujourd'hui, il peut se passer des choses miraculeuses que tu incarnes dans ton histoire. Et je suis contente que tu sois si jeune
Parce qu'effectivement, il y a pas mal de temps devant toi, donc le meilleur est à venir. Merci pour ta confiance et merci d'exister. Merci pour tout, à toi et aux autres, aux gens qui m'ont aidé si jamais un jour ils tombent sur ce témoignage-là, aux gens que j'ai connus il y a longtemps aussi, hein, gens avec lesquels j'ai perdu contact et qui se reconnaissent un peu peut-être dans l'histoire. Merci. Nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé, mais ce que nous avons décidé d'en faire.